La parole est à Monsieur Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'avoue que je ne peux pas commencer cette intervention sans évoquer ce qui s'est passé en Commission des finances ce matin. Je ne vais pas m'attarder, ça a été dit, et je me réjouis de votre intervention en début de séance, mais je me permettrai aussi de dire qu'il y a quelquefois des propos qui blessent, et il y a de ce fait la nécessité de faire un peu de pédagogie collective pour bien comprendre que la défiscalisation, ce n'est pas de l'évasion fiscale. Bon, quand on comprendra ça, il s'agit d'investissements productifs et de soutien à des filières, notamment du BTP, on aura bien compris. Monsieur le ministre, conformément aux engagements du candidat François Hollande, le projet de budget 2013 traduit une volonté d'agir en direction des Outre-mer. Néanmoins, il serait injuste de dire que le président du gouvernement n'a absolument rien fait. De nombreux collègues, je me permets de citer notamment Patrick Collier, auteur du rapport d'ailleurs qui a donné un avis favorable sur la mission Outre-mer, que je salue au passage, ont porté un intérêt extrêmement sincère à ces régions-là et à leur développement. Il n'en demeure pas moins que durant cette période, l'action de l'État s'était retrouvée atteinte d'une double faiblesse. La première était de penser que nos régions d'outre-mer bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges et à ses yeux illégitimes et qu'il convenait dès lors de raboter progressivement. Et ce rabotage a duré un certain nombre d'années. Ça a conduit à moins 700 millions d'euros. Quand on parle de contribution de l'outre-mer au rattrapage du déficit public, voilà une occasion de le dire que ça a été fait, avant tout le monde. La seconde, c'est que derrière une spectaculaire mobilisation consacrée aux urgences, le précédent gouvernement s'en est trop souvent tenu à une position quelque peu distanciée à l'égard des outre-mer, valorisant la nécessité d'un prétendu développement endogène qui en fait ne servait qu'à masquer un désengagement insidieux de l'État. En 2009, l'histoire s'est précisément rappelée au gouvernement et au pays tout entier par un vaste mouvement social. À l'époque, les États généraux de l'outre-mer avaient prévu de multiples dispositifs dont un certain nombre n'ont pas connu à ce jour de concrétisation. C'est le cas singulièrement de la reconnaissance du fait syndical dans nos régions. Lors des débats relatifs à la LODEOM, j'avais, avec plusieurs collègues, déposé un amendement pour traduire juridiquement cet engagement. À ce jour, aucune suite n'a été donnée à cette initiative, pourtant étroitement liée à la question de la cohésion sociale. Il importe désormais que cette question, Monsieur le ministre, soit tranchée. Pour ma part, j'entends engager rapidement des initiatives en ce sens. Il faut dire que le bilan est sombre et qu'on ne peut pas simplement l'imputer à la crise financière internationale, tant il est vrai que nos structures économiques ont, au final, assez peu bénéficié de la période d'embellie et même d'emballement du milieu des années 2000. J'entends bien le constat d'une croissance moyenne, par exemple en Martinique, de 5% en 2011. 5%, quand même, ça fait rêver. Mais à quel prix? 20% de chômeurs, 64% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en inactivité. Cette situation est à la fois, il faut le répéter, je pense qu'il faut le dire le plus souvent possible, dramatique et dangereuse. Dramatique au regard du sacrifice humain que cela suppose. Dangereuse car l'histoire récente nous enseigne ce que de tels niveaux de blocage pour la jeunesse sont susceptibles d'engendrer comme hypothèse pour l'avenir. C'est une vraie tragédie qui se dessine. Les besoins sont immenses. Un PIB 2 fois inférieur à la moyenne nationale, des retards massifs de mise aux normes de nos équipements de base collectifs, notamment en matière d'assainissement, ou encore de mise aux normes parasismiques des bâtiments individuels et de nombreuses écoles primaires, lycées ou collèges. La crise mondiale, certes, nous impose de mettre en place de nouvelles stratégies économiques qui engagent les Outre-mer dans une mutation profonde, intégrant une politique de filière économique et une ouverture beaucoup plus large à l'environnement économique de proximité. Vous avez raison, Président Ollier. On ne peut pas du tout continuer à avoir à côté de nous un pays comme le Brésil qui fait 190 millions d'habitants, 15 fois la France autour de cela, et qui est à 2 heures de vol et qu'on ne puisse avoir aucune relation économique vraie avec ces pays. Désormais, nos pays doivent être impliqués dans une nouvelle diplomatie économique, c'est une expression de Laurent Fabius, elle-même, cette diplomatie économique, inscrite dans une coopération territorialisée. C'est fondamental. Il s'agit purement et simplement de refonder une économie pourvoyeuse d'emplois et créative d'activités, c'est-à-dire aussi d'espoir
et de capacités de projection fructueuses dans l'avenir. C'est fondamental, parce qu'il faut sortir de la dépendance budgétaire systématique, qui ne fait qu'humilier ces peuples et leurs représentants, notamment ceux que j'ai entendus ce matin. De ce point de vue, chers collègues, il nous faut aujourd'hui saluer la perspective ouverte par la nouvelle majorité. D'abord, le gouvernement, vous avez assumé le choix, et vous l'avez répété, de ne pas faire subir les mécanismes de rabotage de la défiscalisation et de rester à 18 000 € plus les 4%. D'ailleurs aussi, vous avez fait une loi, présenté une loi contre la vie chère et pour la régulation économique qui a eu le courage de s'attaquer à un mal récurrent dans nos pays, ce sont les mécanismes de profitation. Enfin, une mission Outre-mer en augmentation de 5 points pour une enveloppe globale de 2 milliards intégrée dans un effort budgétaire total de 13 milliards d'euros est à saluer. L'effort est sur la jeunesse, sur l'emploi, sur la formation professionnelle, mais aussi sur le logement en hausse de 13 millions d'euros, une volonté de rattrapage en équipement structurant avec une première dotation, je dis bien une première, Monsieur le Ministre, parce que c'est 500 millions prévus au titre de ce fonds pour l'année 2012. Cependant, Monsieur le Ministre, votre budget n'échappe pas à un certain nombre d'observations et d'interrogations. La première observation concerne les actions de résorption d'habitat insalubre. 150 000 personnes touchées, 60 000 logements concernés. Et dans votre budget, l'action numéro 1, logement, représente 35% des crédits du programme 123. Force est de constater que d'après les prévisions contenues dans ce document, les opérations de RHI ne recevront que 11% de financement en autorisation d'engagement et 13% en crédit de paiement. La seconde observation est relative à la situation financière et humaine de l'ADOM, notamment sur une contraction inquiétante du personnel. Je vous conseille aussi, je vous demande d'expertiser la qualité de l'accueil dans l'Hexagone, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui protestent sur la qualité de l'accueil, parce que vous savez, il y a des sites au niveau de l'Hexagone, et sur les moyens réels de continuité territoriale. La troisième observation porte sur le sort qui est fait à l'aide au fret et à la rénovation hôtelière. Sur ce point, on constate une baisse extrêmement inquiétante de 27 millions d'euros de crédit de paiement. C'est inquiétant, car c'est une aide indispensable pour la compétitivité des entreprises, à la fois pour les intrants, mais aussi pour les exportations. Un effort important s'impose pour soutenir la rénovation hôtelière et la construction de nouveaux hôtels. Pour y parvenir, l'accompagnement du secteur quant à l'apurement progressif des dettes fiscales et sociales est indispensable. Lors d'une visite à Martinique, vous avez ouvert la perspective, éventuellement à travers une expertise de l'article 349 du traité de Lisbonne, de construire un élargissement du dispositif POSEI, y compris sur le tourisme. Au-delà de ces constats, nous sommes confrontés à une série de freins et de blocages du fait de systèmes trop centrés sur la dynamique de l'import-consommation. Une nouvelle perspective de développement s'impose désormais. Elle suppose le développement d'une économie innovante centrée sur la mobilisation de nos atouts à travers une politique de filière. De nombreux défis sont à relever. Celui de la filière des énergies renouvelables, celui de la biodiversité terrestre et marine, de même que celui de la pharmacopée traditionnelle. L'amendement qui a été débattu et présenté ici ouvre des perspectives extrêmement intéressantes en matière de pharmacologie ou de cosmétique. Enfin, la politique agricole et la pêche, où des efforts doivent être poursuivis, et il faut absolument trouver un mécanisme, notamment dans le cadre de la clause de sauvegarde et de l'article 349 du traité de Lisbonne, pour protéger à minima notre production. Au-delà de ces grands enjeux classiques, je pense qu'il faut aller plus loin, investir sur l'économie numérique pour lutter contre la fracture numérique, qui a pour effet désastreux de nous couper non seulement du monde, mais aussi de nous-mêmes. Dans ce domaine, le soutien public à l'investissement est essentiel. Investir dans l'innovation, c'est un levier très important de compétitivité et même d'attractivité pour l'avenir de nos régions. Mettre en œuvre une politique de la culture du risque et de la lutte contre les pollutions telles que les pesticides, la question de l'épandage aérien ou de l'utilisation du banol, qui a fait l'objet de refus clairs de notre part, exige la recherche de solutions alternatives susceptibles d'être mises en application le plus rapidement possible. Une vraie politique de la jeunesse, pour son éducation, pour sa formation, pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire, pour son apprentissage, mais surtout pour son insertion par l'activité, y compris ceux qui aujourd'hui sont à l'extérieur et font le bonheur de bien d'autres pays. D'ailleurs, une politique du retour de nos talents est indispensable compte tenu de nos besoins en matière de développement. Enfin, concernant le transport, un des grands enjeux locaux, nous travaillons en Martinique à l'instauration d'une autorité unique organisatrice du transport et d'un périmètre unique du transport. Des initiatives sont en cours aujourd'hui pour que le gouvernement reprenne par décret
conformément à l'article 52 de la seconde loi Grenelle, les propositions que nous ferons au niveau des collectivités locales. Monsieur le ministre, je reste très attentif à vos réponses. Cependant, je vous précise d'ores et déjà, compte tenu de ces points positifs, que j'appelle les parlementaires à émettre un avis favorable de la mission Outre-mer du projet de loi de finances pour 2013 au nom de la Commission économique. Un avis favorable que je formule comme une impulsion à poursuivre les transformations structurelles qui s'imposent, et cela avec autant de détermination que d'audace innovante. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Letchimy.